je suis passionné par ce groupe d'acteurs, que je les appelle les Maléchis, tous les jours. Bonjour les Maléchis. C'est Pourquoi Maléchi? les jeunes, ils étaient jeunes à l'époque, ils le sont encore, hein, mais à l'époque ils étaient très jeunes. Ah, Maléchi. Maléchis. Maléchi, oui. Vous avez appris un peu le russe. Quelques mots, il faut bien, parce que maintenant je suis très régulièrement maintenant en Russie. J'ai découvert des acteurs vraiment formidables, vraiment avec une technique à tous les niveaux, une technique corporelle, vocale, intellectuelle, vraiment incroyable, que je rencontre peu dans mon parcours de metteur en scène. Et en même temps, sans doute du fait d'être dans le groupe dirigé par Kirill Serebrennikov, sans doute avec aussi une grande souplesse intellectuelle, avec une grande acceptation des formes les plus contemporaines, avec un goût pour la performance, avec un goût pour les arts croisés qui intègrent la danse et le cirque, la vidéo. Et voilà, une espèce d'appétit mutuel, moi de dévorer ces acteurs russes et eux de dévorer ce metteur en scène français. Et puis petit à petit, voilà, des liens très forts, des liens d'amitié, hein, m'ont fait avoir envie de les retrouver et de plus en plus régulièrement et de commencer à rêver à des projets pour eux. Et quand ils sont sortis de l'école, ce groupe est tellement incroyable que le théâtre d'art a décidé de créer le 7e studio. Ils sont aujourd'hui le 7e studio, hein, le premier, c'est pas vous que je vais l'apprendre, étant celui de Stanislavski. Et aujourd'hui, je participe très régulièrement aux activités du 7e studio, à tel point que je suis aujourd'hui directeur associé, directeur artistique associé au 7e studio. Et en même temps, il y a quelque chose de très beau dans le fait de diriger des acteurs dont on ne connaît pas la langue. Il y a des choses qui échappent, forcément. Et dans ces espèces il y a du coup une liberté, une compréhension qui passe par d'autres choses que simplement le langage. Et c'est pour moi, je m'engouffre là-dedans, ma sensibilité s'engouffre là-dedans pour diriger ces acteurs-là. Oui, donc ça veut dire que vous continuez à travailler avec les acteurs du 7e studio du théâtre d'art. Les Maléchis. Et c'est avec eux que vous avez monté cette année les Métamorphoses de Vide. Kirill a eu la direction de l'espace plateforme, un lieu nouveau à Moscou, à Vinzavod, dédié à la création contemporaine. Et il m'a tout de suite demandé qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et on a échangé, on a discuté beaucoup, on a eu beaucoup d'idées, et on est arrivé sur les Métamorphoses de Vide. Et c'était assez incroyable cette proposition. Donc moi c'est un texte qui m'habite depuis toujours, que je lisais adolescent, qui me passionne, qui me fonde, mais c'est un texte qui fonde quand même une grande partie des grands mythes de l'humanité. Hein, et je lui fais cette proposition-là. Donc il m'a dit je vais le relire, je le connais, mais d'un petit peu trop loin, donc il faut que je le relise. Et alors je lui demandais, mais alors c'est passionnant, ça va être génial, ça va être super ce qu'on va faire sur les métamorphoses. Et lui me disait, c'est un peu compliqué quand même de lire ce texte. Hein, et puis j'étais venu faire une performance avec les acteurs pour l'inauguration de l'espace plateforme. Et je leur dis, alors, c'est fabuleux ce qu'on va faire sur les métamorphoses. Et tous les acteurs me disaient, bah, la mythologie c'est bien, mais enfin quand même le texte c'est dur, c'est... Jamais vous rigolez. Moi je disais ça adolescent, c'est des petits contes, des petites histoires sublimes. On s'est rendu compte qu'en Russie, il n'existe qu'une traduction très érudite, mais un petit peu trop académique, en hexamètre. Donc on s'est mis en chantier pour retraduire au vide sur les extraits qui nous intéressaient. Et à partir de là, dans cette nouvelle traduction en prose, et à partir de là, on a pu trouver notre porte d'entrée dans le texte. Et là, on s'est jeté dans les histoires mythologiques, d'humains, de dieux, de créatures, de monstres, avec les circassiens, les danseurs. Avec les acteurs du 7e studio, avec mes Maléchis, et avec 3 danseurs du Congo, et les danseurs du Congo. Et donc on a créé ce spectacle-là en octobre dernier. Ces acteurs-là dont vous parlez, chorégraphes de Brazzaville, je l'avais vu dans Hamlet. Oui, il a joué le rôle de Guildenstern. C'est ça, c'est exactement ça. De la vallée Bideford. De la vallée. D'après ce que je peux comprendre, même si le choix de vide reste toujours un peu
étrange pour les Russes. Ce spectacle a été vraiment applaudi par la critique russe en tout Oui, cas. moi je pense que c'est... Très bien accueilli en tout cas. Les Métamorphoses, j'en suis vraiment fier de ce spectacle. Pas une fierté mal placée, pas une fierté qui touche à l'ego. Je suis heureux de ce travail fait avec ces jeunes. Je pense que c'est un des plus beaux spectacles que j'ai pu faire dans ma vie, je pense. Mais on peut le voir Oui, en ce moment. vous pourrez le voir. On va l'intégrer au répertoire du théâtre Gogol. Et donc ça jouera très régulièrement au théâtre Gogol. Et vous parliez d'Hamlet, que vous avez vu ici en France. Je vais le remonter en Russie pour le répertoire du théâtre Gogol. C'est pour quand? Et ce sera en octobre prochain. Avec ce jeune et avec et vous avez trouvé un circassien russe pour le rôle d'Hamlet? Non, j'ai pas très envie d'être dans un copier-coller de la version française, même s'il y aura quand même beaucoup de constantes. Ça se passera encore dans l'eau, dans un palais de carrelage noir qui se transforme petit à petit en morgue, où s'entassent les cadavres. Donc il y aura des constantes esthétiques, des constantes quand même dramaturgiques. Mais ce sera un acteur du 7e studio, un des Maléchés qui jouera Hamlet. J'étais très étonnée quand même. Parce que comme je savais que le spectacle Roméo et Juliette a ouvert pratiquement la Biennale de danse, bon, c'est vrai que j'ai vu Hamlet, je me disais ça doit être peut-être à ce niveau-là, mais par rapport à Hamlet, justement, moi j'ai trouvé que c'est un spectacle beaucoup plus classique dans sa forme, même si effectivement il y a l'introduction des danseurs hip-hop, et Mercutio qui ont des meilleurs Mercutio que j'ai jamais vu, vraiment. Parce que pour moi, c'est un personnage très shakespearien. En même temps, c'est un danseur de hip-hop. C'est son premier rôle de théâtre à Mercutio. Et il était parfait. Voilà. Mais c'est quand même un spectacle très classique dans sa forme. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait à la Biennale de danse. C'est une question sans doute de territoire, c'est-à-dire que je m'inscris vraiment dans une espèce de transversalité qui n'est pas ni un phénomène de mode, ni une vraie volonté de ma part. C'est simplement que je suis fait comme ça. Je viens du cinéma, je suis rentré au théâtre j'ai appris mon métier en regardant des acteurs. En regardant des acteurs, j'ai eu envie de travailler sur tout ce qu'ils sont, c'est-à-dire leur corps, y compris leur corps, pas simplement leur tête et leur voix. À partir du moment où ces corps pouvaient se déplacer, cela créait du sens. Ce sens, je l'ai organisé. Je me suis approché de la chorégraphie comme ça, et je suis entré dans le monde du cirque par ce biais-là. Je ne cesse de me déplacer, mais il y a quelque chose de très organique dans ma démarche. Par rapport à votre question, qu'est-ce que ça fait dans une biennale de danse, ou pourquoi Roméo et Juliette est dans sa forme plus classique? J'ai pas d'a priori sur les formes que je dois aborder. Je suis vraiment capable parce que c'est comme ça que je suis fait, de faire un spectacle, c'est ce que j'ai fait, de répertoire, passer à un spectacle contemporain, passer à un spectacle de cirque, passer à un spectacle de danse. Mais par rapport aux métamorphoses, qui a une forme vraiment très fragmentaire, des petits récits qui s'emboîtent les uns dans les autres, comme des matrioshkas. C'est vraiment la forme dramaturgique d'Ovide, qui nous permet d'avoir une grande plasticité du texte, et donc vous ferez beaucoup de performances à l'intérieur. Par rapport à Hamlet, qui a une structure narrative qui est aussi plus éclatée, avec des trous, avec des manques à combler, avec de l'espace pour le corps, pour la philosophie, pour l'introspection, pour ces grandes plages chorégraphiques, le récit en mer par exemple, qui est devenu dans ma version un immense moment chorégraphique. Hamlet pouvait m'offrir ça. Mais là, Roméo et Juliette, c'est une histoire bien plus construite, bien plus ficelée, bien plus linéaire. Il y a une histoire, une chronologie contre laquelle il serait absurde de lutter. Parce que voilà, il ne s'agit pas de prendre Shakespeare pour faire ce que j'ai envie de faire et me faire plaisir. Il s'agit plutôt de me dire, tiens, voilà mes outils, ils sont divers et variés. Qu'est-ce que je peux construire autour de ce texte?
Donc Roméo et Juliette, oui, j'ai eu envie d'y projeter des choses qui peuvent être politiques aujourd'hui. La communauté d'acteurs est de toutes les couleurs, de toutes les origines, de toutes les nationalités, de toutes les cultures, de toutes les religions, de toutes les sexualités. Et cette espèce de communauté multiple, cette affirmation d'individus si différents les uns des autres, au final finit par faire éclater le concept même d'étiquette des gens. Il y a peu, en France, on a eu un grand débat sur ce que pouvait être l'identité nationale. Débat affreux et stérile et insultant. Ce spectacle est une sorte de réponse à ça. Et par cette espèce de communauté complètement multiple, multiculturelle, il s'avère que je propose et les Capulet et les Montaigu deviennent les mêmes. Une culture comme ça complètement brassée. Et leur combat devient encore plus tragique à mes yeux, puisque ça devient le combat du frère contre le frère. Au lieu de s'en prendre à un personnage qui me tient particulièrement à cœur dans ce spectacle, dans cette version, qui est le prince. Le prince qui est ce politique qui fait preuve d'une absence de vision politique quand même assez terrifiante. Le prince n'organise rien, il arrive toujours après la tragédie, avec un discours bourré d'affect, et il prend des décisions, il sévit, il essaye de sévir, de punir, il a une politique punitive après coup, comme on peut le voir quand un incident arrive, un fait divers, et que les caméras sont quelque part, un politique arrive et prend la décision de durcir une loi. En capital dans notre histoire, puisque ici, Roméo et Juliette ne sont pas, dans notre version, l'idéal amoureux. J'ai pas cherché à traiter particulièrement du mythe de Roméo et de sa Juliette et de l'histoire d'amour sacrée et tout ça. Là encore, pas de sacré, mais au contraire quelque chose de très ancré dans la réalité humaine. C'est-à-dire que Roméo n'est pas un héros. Non. Roméo est un personnage périphérique. C'est un personnage qui cherche à s'échapper du milieu et du contexte de haine dans lequel il est, de par sa famille, plongé. Il cherche sans cesse à s'échapper de la vulgarité. Et elle, Juliette, est prise dans le monde. Elle est enserrée dans le monde, dans le carcan familial, dans la vulgarité, dans la violence. On essaie de faire d'elle une jeune fille, un objet, et elle développe une vraie capacité de résistance. Il y a quelque chose de l'Antigone en elle. Elle a d'ailleurs joué dans l'Antigone. Elle a joué la sœur de Esmène. Oui, oui. Donc vous êtes pour 2 ans en résidence en artiste associé au théâtre de Chaillot. Cela consiste exactement en quoi? Vous allez proposer plusieurs spectacles ici avec votre troupe Rictus. D'ailleurs, d'où vient ce nom? Rictus, c'est le nom que j'ai donné à ma compagnie en 99 quand je l'ai créé. C'est une grimace. C'est une attitude physique qui crée comme une espèce de diagonale. Et c'est exactement ce que j'essaie de faire en permanence. C'est j'expose des choses dans mes pièces et j'invite les spectateurs à les regarder, non pas comme on regarde la télévision de manière frontale, non pas en se fermant les yeux, mais avec un regard un peu en diagonale. C'est d'abord la très grande chance d'avoir ce lieu. Oui, parce que c'est le meilleur théâtre de Paris, un des plus prestigieux. Meilleurs, des plus grands, le théâtre de Jean Villard, n'oublions pas, entre autres. Et c'est surtout ça, c'est des enjeux très symboliques pour moi, de mettre mes pieds modestement dans les pas d'hommes qui fondent ma vision politique de l'art, mon engagement vers une éducation populaire dans laquelle je m'inclus moi-même. L'année prochaine, la saison prochaine, on va y donner les spectacles russes. Donc avec le Studio 7, avec Kirill Serebrennikov, et on va venir jouer ici, sur ce plateau-là, les Métamorphoses. Donc je suis ravi à l'idée de présenter ce spectacle que j'adore au public français et parisien qui me connaît. On fera une petite tournée dans quelques villes ensuite des Métamorphoses. Et on va jouer aussi le Hamlet que je vais reprendre dans sa version russe à Paris. Nous allons jouer le spectacle que Kirill Serebrennikov a fait avec le Studio 7, Le songe d'une nuit d'été, dans le foyer du théâtre. Voilà, donc le théâtre s'engage. Une collaboration avec les acteurs russes. Oui, et puis qui n'est pas prêt de s'arrêter. On est déjà en train de chercher le prochain spectacle sur lequel on va travailler après Hamlet. Justement, je voudrais qu'on revienne un petit peu vers votre parcours, vers d'où vous êtes venu, qui étaient vos maîtres, parce que j'ai lu que vous avez travaillé comme assistant
avec Éric Lacascade, que j'aime beaucoup. Et entre autres, vous avez travaillé pour Platonov, qu'il a monté pour Avignon. Moi, j'ai fait des études de cinéma, j'ai commencé à travailler dans le cinéma. Je suis ensuite tombé sur le théâtre, et la puissance politique du théâtre m'a passionné. J'ai décidé d'y consacrer ma vie, et c'est en tombant sur un spectacle d'Éric Lacascade que j'ai fait ce revirement dans mon parcours. J'ai eu envie d'apprendre ce métier directement en assistant Éric Lacascade, et je l'ai assisté pendant 7 années. Et donc, Platonov bien sûr, mais toute la trilogie de Tchekhov, La Mouette, les Trois Sœurs et Ivanov, c'est une trilogie qu'il avait mis en place. Donc Platonov, puis Maxime Gorky, les Barbares, les Estivants, et puis d'autres spectacles encore pendant cette période-là. Un Ibsen aussi, avec Isabelle Huppert. Ceci dit, je ne pourrais pas parler de maître. Il y a je crois peut-être une différence entre comment je me comporte dans la vie et puis ce qu'on enseigne en Russie. Je ne peux pas parler de maître. J'ai ni Dieu, ni père, ni maître, ni rien. Je refuse de voir le monde dans une organisation verticale, pyramidale. Je ne mets personne au-dessus de moi, mais je me mets au-dessus de personne. Et comme à mon habitude, je m'intéresse toujours à la question de la périphérie par rapport au centre. C'est le cas de Roméo et Juliette, évidemment, je m'intéresse à ces populations de la périphérie, à cette identité multiple, multiculturelle. Dans les Métamorphoses, je m'intéresse, sans doute parce que c'est dans le quartier de Vinzavod, je m'intéresse aux sans-domicile, aux clochards, aux laissés-pour-compte, à ces espèces de demi-créatures transformées en mi-bêtes, mi-hommes, qu'on laisse plus accéder à la ville, qui sont trop humains pour aller vivre dans les bois comme des animaux, et qui sont comme ça dans des espèces de non-vie et de non-endroit. C'est vraiment toute l'histoire pour moi des Métamorphoses. Le fil des différentes histoires d'Ovide est relié par ce personnage de clochard qui est confronté aux dieux modernes, à l'argent, au marché, qui font qu'un homme peut perdre tout. Ce sont les Métamorphoses dans Moscou d'aujourd'hui. Exactement. Comment un homme peut perdre sa maison, sa femme, son travail, ses enfants, sa dignité, et devenir comme ça une espèce de demi-créature.